En ce qui concerne le fait de neutraliser le proxy, c'est-à-dire l'Ukraine, que voyez-vous se passer à partir de maintenant? Quelle est la stratégie russe? Parce que la logistique semble être un axe central, mais ils s'en prennent aussi à l'énergie. Ils semblent vouloir non seulement priver l'Ukraine d'accès à la mer, mais aussi couper les régions du sud, vous voyez, ce qui irait jusqu'à la Roumanie. Il y a... Je ne sais pas. Avez-vous discerné une quelconque structure dans le chaos qui est en train de se déchaîner? Je pense que oui, en fait. Et je crois que vous et moi en avons déjà parlé. Il y a des camps concurrents au sein de la Russie, et Poutine essaie de composer avec tous ces différents camps pour aboutir à une politique unique qu'ils suivent tous. Et je pense qu'il a été poussé, d'un côté, par les partisans de la ligne dure, qui disent qu'il n'y aura plus de règlement négocié. Je veux dire, Minsk était censé briser ce mythe. Et tout ce que les Américains et le camp occidental ont fait, comme avec l'Iran, en faisant semblant de négocier à 2 reprises, puis en menant une guerre dans un délai de 8 mois, le protocole d'accord. Et ensuite, immédiatement, nous sommes revenus pour tenter de modifier les conditions concernant le corridor sud, dans le détroit d'Ormuz, par exemple. On ne peut faire confiance à rien de ce que disent les Américains. Et puis on les voit constamment dire que tout va bien, alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Alors ils disent, ne vous inquiétez pas, n'essayez même pas. Occupons-nous-en simplement sur le plan militaire. Allons-y et faisons cette grande guerre à laquelle ils ne sont pas préparés. Poutine lui-même y a fait allusion, je ne sais plus, il y a 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça. Il a dit, écoutez, nous menons une opération militaire spéciale. Ce n'est pas la même chose qu'une guerre. Si nous menions une guerre totale, les tactiques seraient radicalement différentes. Nous ferions les choses autrement, et ce serait quelque chose de bien plus vaste, de plus violent. Probablement quelque chose qui se rapprocherait davantage de ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'ils se préparent à prendre cette voie. Je pense que Poutine préférerait clairement obtenir, sinon un règlement négocié, du moins une capitulation. Que la partie ukrainienne reconnaisse qu'il est désormais inutile de continuer et qu'elle va littéralement tout perdre. Et je pense qu'il met en place une force militaire qui finira par accomplir cette tâche, quel que soit le temps que cela prendra, même en avançant à ce rythme très lent. L'inertie et les fondamentaux militaires sont ce qu'ils sont. Les guerres d'usure finissent ainsi. J'avais publié un graphique l'autre jour. J'ai fait des recherches et constaté que les hommes en âge de combattre, en Russie et en Ukraine, compte tenu de ce qu'il reste de la population ukrainienne, c'est environ 30 et quelques millions, contre environ 5 millions et demi du côté ukrainien. Donc même si c'était réellement une situation de 1 pour 1, en termes de ratio de perte de personnel, la Russie a tout simplement les effectifs pour enfin engloutir les 5 millions. Et donc maintenant, passer de 30 à peut-être 25 millions, et le vote disparaît. Je veux dire, ils peuvent faire ça. Et puis en matière de puissance de feu, ce n'est même pas du 1 pour 1. C'est largement supérieur du côté russe. Et cela ne fait qu'augmenter à mesure que se poursuivent les mesures offensives et défensives. Donc, avec le temps, c'est presque une certitude mathématique que le camp ukrainien perdrait. Mais la question c'est, que va-t-il se passer ensuite? Parce que ces mêmes faucons en Russie disent « Attendez une seconde, je ne veux pas avoir dépensé tout ce temps, toutes ces années, et sacrifié tous ces soldats russes morts. » Et certaines personnes qui affirment avoir une certaine connaissance de la situation du côté russe me disent que le nombre de morts au combat se situerait autour de 150 000. À titre de comparaison, l'Amérique en a perdu 100 000 pendant la Première Guerre mondiale.
Et donc la Russie a ça. C'est un nombre considérable, surtout pour un pays de 140 millions d'habitants. C'est énorme. Rien à voir avec l'Ukraine, où le chiffre est probablement bien supérieur à 1 million. Certains avancent même qu'il dépasse les 2 millions. Je n'ai aucun moyen de le vérifier, si ce n'est qu'il est assurément élevé. Donc, on va déjà dans cette direction. Mais ces gens-là, et les Russes disent, ne nous contentons pas d'assumer tout ça, tous les coûts que nous avons supportés, puis de laisser toute l'Europe s'en tirer sans la moindre conséquence pour tout ce qu'elle a fait, pour la destruction physique, littérale, de tout le pays ukrainien, de toute leur population masculine. Je veux dire, ils ont presque anéanti le pays. Et puis ils s'en tirent complètement. Maintenant, ils vont faire ce renforcement. Et puis qui sait, peut-être qu'on aura une guerre à l'avenir. Alors ils disent, faisons cette guerre maintenant, avant qu'ils ne mettent en place ce renforcement, au point où ils n'auront ni missiles offensifs, ni missiles défensifs, et où nous pourrions réellement lancer une attaque. Et laissez-moi souligner un autre point. Il existe aujourd'hui l'idée que la nature de la guerre au sol a changé, et que ce qu'on a vu sur cette ligne de contact au fil des années, c'est simplement la manière dont les guerres se mènent désormais. Donc d'un côté, on se dit, enfin, comme je l'ai dit il y a une minute, je ne pense pas que vous verrez des hordes de soldats russes déferler sur le continent européen. Beaucoup disent que c'est parce qu'ils n'en sont pas capables. Je veux dire, s'ils ne peuvent même pas prendre toute l'Ukraine, ils ne pourraient certainement pas entrer en Europe occidentale. Mais voilà, la raison pour laquelle, en particulier dans la zone Sloviansk-Kramatorsk, qui est en quelque sorte le pivot de tous les combats en ce moment, c'est que tout cela a été préparé à partir de 2014 et considérablement renforcé ces dernières années. C'est donc littéralement une ceinture de forteresse, avec des fortifications extrêmement difficiles à franchir, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous avez tous ces drones qui vont et viennent. C'est parce que le champ de bataille est désormais arrivé à maturité. Mais regardez ce que la Russie a fait dans les premières phases, avant qu'il n'y ait un champ de bataille arrivé à maturité, à part cette ligne dans le Donbass. Mais ils sont tout simplement entrés dans le pays. Ils n'avaient pas l'intention de conquérir l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils n'avaient, je crois, que moins de 100 000 soldats. Ce n'est même pas une fraction de ce qu'il faudrait si vous cherchiez à conquérir militairement un pays. C'était pour exercer une pression, pour des raisons politiques, afin que Kiev reconnaisse que c'était futile et dise « d'accord, faisons un accord ». Et ça a failli marcher. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'à Istanbul, au bout de 2 mois, ils étaient presque parvenus à cet accord. Et ça aurait marché. Mais comme cet accord n'a pas eu lieu, la Russie n'avait pas prévu les moyens nécessaires pour le plan B, qui était « Ah mince, il nous faut maintenant 500 000, 600 000, 700 000 soldats supplémentaires pour continuer à combattre. » Et il a fallu 2 ans pour en arriver là. Si à l'inverse, la Russie dit « D'accord, nous allons mener une guerre terrestre contre les pays de l'OTAN parce qu'ils ont soutenu cette guerre, ce sont des combattants directs. » Enfin, peu importe ce qu'ils diraient au final, vous pouvez déployer là non pas 100 000 hommes, mais 5, 6, 700 000. Et ils les ont dès maintenant. Et comme vous l'avez souligné, ils fabriquent des T-90 et tout un tas d'autres chars modernes. Ils ont remis en état beaucoup d'anciens modèles. Ils ont utilisé des T-55, des T-62, des T-72 en grand nombre parce qu'ils les ont. Et ils font très bien l'affaire pour le rôle qu'ils remplissent dans cette guerre terrestre. Ils sont plus qu'adéquats parce qu'ils ne les utilisent pas dans une guerre de manœuvre conventionnelle. Mais les meilleurs qu'ils ont, les T-80 modernisés, les nouveaux T-90,
Je crois qu'ils les appellent les Proriv, je ne me souviens plus du nom exact. Les Proriv 3, quelque chose comme ça, enfin ces nouveaux modèles. Maintenant, vous les prenez et vous allez là où il n'y a pas un dispositif déjà bien établi, où il n'y a pas cette ligne de contact et ces fortifications. Et vous avez tout un système de drones que l'Ukraine, comme la partie russe, possède. Cela crée une évolution technique rapide. Vous faites quelque chose qui fonctionne. Puis tout à coup, ça ne fonctionne plus, parce que l'autre camp a trouvé une parade. Alors très vite, vous faites appel à l'ingénierie. Vous trouvez une solution à ce problème, vous en développez une nouvelle. Ensuite, ça fonctionne pendant un certain temps. Et puis, de l'autre côté, vous savez, quoi que vous ayez comme équipement, eux, ils ont les ressources. Ils ont les composants matériels, ils ont les ingénieurs, ils forment des gens à tout va. Tout ça, c'est un système arrivé à maturité chez eux. Ici, ça n'existe même pas, Glenn. Et par ici, j'entends l'Europe occidentale. Ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas au sein de l'OTAN. On en a beaucoup parlé et on a fait quelques petites choses, en bricolant à la marge, en développant certains éléments. Mais ce n'est pas une fraction de ce que la Russie serait capable de faire. Il pourrait alors mener une opération terrestre à grande échelle et s'emparer de terrains clés dans, enfin, peut-être même 2 ou 3 pays. Je pense qu'ils seraient un peu limités. Je pense qu'ils auraient du mal à aller beaucoup plus loin, parce que leur ligne de communication deviendrait alors très vulnérable. Même une puissance aérienne de l'OTAN limitée pourrait commencer à leur infliger un sérieux revers. Donc je ne sais pas si la Russie pourrait aller aussi loin, mais elle pourrait avancer très vite et très loin, si elle en avait les effectifs. Prenez les pays baltes, par exemple. Vous avez quoi? Peut-être une brigade de combat, peut-être 2, avec les Allemands qui sont sur place, c'est tout. Je veux dire, ils pourraient les écraser en une journée. Et je n'exagère pas. On pourrait littéralement les écraser en une journée, simplement en y envoyant suffisamment de puissance de combat. Ensuite, la Pologne serait la plus grande difficulté, parce qu'elle est consciente de ce risque. Elle en est donc capable, et elle a mis en place des défenses, et ainsi de suite. Mais certains autres pays, beaucoup moins. La Russie pourrait donc y entrer en force avec les capacités dont elle dispose, parce que nous n'avons pas les fortifications défensives. Nous n'avons pas les capacités en drone qu'a la partie russe. Il faut donc veiller à ne jamais mettre cela à l'épreuve. Mais certains en Russie veulent le faire, parce qu'ils disent « c'est notre chance maintenant de régler ce problème pour une génération en les dépouillant ». Et bien sûr, parallèlement à l'avancée qu'ils pourraient réaliser au sol, ils lancent tous ces missiles sur des installations militaires connues. Je veux dire, ils ont l'adresse de chacune d'elles, parce que contrairement à la partie iranienne, qui a appris il y a 2 décennies quels étaient les dégâts et les risques liés aux drones, aux missiles, ils ont commencé à construire tous ces tunnels souterrains. Je sais que la Russie en a. La Chine, c'est certain, en a. La Corée du Nord, c'est sûr, en a pas mal. Mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et il n'y en a peut-être aucune d'une taille significative dans toute l'alliance de l'OTAN. C'est comme si nous n'avions pas besoin de faire ça. C'est ce qu'eux doivent faire à cause de notre grande puissance. Personne ne semble avoir anticipé et dit « et s'ils développaient ici tout un tas de missiles, alors que toutes nos usines sont en surface, et qu'ils arrivaient avec, vous savez, une pluie de morts, une frappe massive menée par un grand nombre de ces missiles. Vous avez mentionné l'Orechnik et beaucoup d'autres, qui ne sont pas utilisés à grande échelle sur le champ de bataille, même pas à Kiev. Cela représente un nombre relativement faible par rapport à ce qui serait, selon les allégations, produit là-bas. Et nous n'avons aucune défense contre ces choses-là, ou presque aucune en tout cas. Et d'un seul coup, vous pouvez réduire à néant notre capacité à faire quoi que ce soit pendant une génération. Et après ça,
peu importe le nombre de chars, d'avions, de porte-avions ou quoi que vous ayez d'autre, si vous n'avez pas de missiles à tirer depuis ces équipements, Glenn. Et peu importe le nombre d'hommes que vous avez, si vous n'avez pas la logistique nécessaire pour soutenir les combats. Et je veux dire, ça pourrait être le coup de grâce. Vous pourriez avoir une situation comme celle qui s'est produite en France en 1940, quand les nazis sont arrivés et ont réalisé cette percée spectaculaire derrière les lignes. Tout ce qui avait été préparé, toutes les idées que les Français et les Britanniques pensaient avoir pour se défendre. Ils croyaient qu'ils allaient être très malins en avançant quand les Allemands passeraient par la région du Benelux. Mais ce n'est pas ce que faisaient les Allemands. Ils avaient autre chose en tête. Donc, tout ce qu'ils avaient préparé était prévu pour la mauvaise guerre. Et les nazis sont effectivement arrivés par derrière, là, et ont totalement fait voler tout ça en éclats. Et tout le pays, toutes les armées britanniques et françaises massées là, ont été mises en déroute en un mois. En réalité, c'était surtout terminé en quelques semaines. Quelque chose de similaire pourrait se produire ici, si les choses tournent mal. Je sais que pour la plupart des Occidentaux, on va dire, ça n'arrivera jamais. C'est absurde. Nous sommes bien plus avancés techniquement. Nous sommes bien plus puissants que ça. J'ai entendu le président Trump dire que nous sommes le pays le plus puissant de tous les temps et que les pays de l'OTAN sont, vous savez, tout ça. Mais Glenn, j'y vois une grande vulnérabilité qui pourrait être exploitée dans de mauvaises circonstances si le niveau de risque devient suffisamment élevé pour le président Poutine et qu'il décide de s'engager dans cette voie. J'espère qu'il ne le fera pas. Ça paraît étrange. Mauvais, mais j'espère qu'ils s'en tiendront à une mort lente, méthodique, de l'Ukraine, façon Anaconda, puis qu'ils mettront simplement en place de nouvelles lignes défensives et peut-être même une nouvelle guerre froide. C'est préférable à une guerre à l'échelle du continent qui pourrait très facilement devenir nucléaire. Mais c'est le danger que je vois. On pourrait espérer que la défaite en Iran est au moins un avantage, qu'elle nous rende un peu plus humbles, qu'on y réfléchisse à 2 fois avant de s'en prendre aux Russes. Mais ça ne semble pas être le cas. Eh bien, je ne pense pas forcément que les Russes envahiraient des pays européens. Je veux dire, ils n'ont pas vraiment besoin de ce territoire. Je pense que ce serait davantage une contrainte qu'un avantage. Mais je pense que vous avez dit quelle serait la principale chose qu'ils voudraient faire. Je suis désolé. Soyons clairs. Je ne dis pas que ce serait une bonne idée. Je dis que la Russie en a la capacité, si elle le souhaite. Et si nous nous disons que ce serait stupide de leur part, donc que nous n'avons même pas à nous en préoccuper, nous nous rendons vulnérables. Non, ce que j'allais dire, c'est que je pense que, comme ils l'ont déjà averti, les cibles considérées comme légitimes seront tous ces fabricants d'armes à travers l'Europe. Et ils ont déjà dit, nous savons où ils se trouvent. Ce sont des cibles légitimes. Donc s'ils veulent frapper ces sites et les centres logistiques, ce serait peut-être, disons, une escalade rationnelle. Et tant qu'ils y sont, ils pourraient aussi viser certaines installations énergétiques en représailles à la participation de l'OTAN aux frappes à l'intérieur de la Russie. Mais pour cela, ils n'ont besoin que de missiles, les Orechnik. Cela dit, je pense que le principal problème, c'est que dès que les premiers Orechnik commenceront à frapper, tout contrôle de l'escalade volera en éclats. Autrement dit, la partie la plus vulnérable pour les Russes sera Kaliningrad, que l'OTAN menace très ouvertement d'ailleurs, très ouvertement. Et s'ils s'en prennent à Kaliningrad, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils devraient utiliser leurs forces d'invasion pour relier Kaliningrad au territoire principal. Et cela impliquerait au moins les États baltes, voire une partie de la Pologne. J'aimerais simplement que les gens y réfléchissent à 2 fois avant de s'engager sur cette voie.
Mais apparemment, oui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Enfin, malheureusement, cela ne semble pas être à l'ordre du jour. Eh bien, merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup à faire aujourd'hui, donc je vais vous laisser. Et merci infiniment d'avoir pris le temps. Et pour nos auditeurs, encore une fois, allez consulter la page du lieutenant-colonel Daniel Davis. Daniel Davis, Deep Dive. Là encore, le lien est dans la description. Merci encore. C'est toujours un plaisir, Glenn. Merci de m'avoir invité.